les cas, Nancy, reprends-toi ou tu vas ébrécher le beau service en porcelaine. Imagine les ennuis que tu aurais. Cette émission est offerte en vidéo description. Tout finira bien. Je suis tellement inquiète. 3 tasses, Nancy. Mais en 4, on attend quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est toi? Le thé de monsieur. Ah, magnifique. Merci beaucoup. De sucre, c'est ça? De sucre. Quel arôme délicat. Bonjour, agent Crabtree. Monsieur... Inspecteur, voici Monsieur Hayward. Monsieur Hayward, l'inspecteur Murdoch. Monsieur Hayward est le majordome. Je suppose que vous vous passerez de thé, inspecteur? Oui. Ce sera tout, Billy. Qu'avons-nous, George? Voilà, c'est la gouvernante qui approuve... Je suis vraiment confus. Je vous écoute. La gouvernante dit avoir trouvé le corps à la demi alors que la femme de la victime l'avait quitté en vie à 8h15. Un intervalle de 15 minutes, c'est vraiment peu pour commettre un crime. Monsieur Hayward, avez-vous trouvé des traces d'effraction? Non, aucune. Portes et fenêtres étaient intactes. L'arme du crime, peut-être? Oui, mais je ne vois pas de sang. L'assassin peut l'avoir essuyé. Je vais demander une recherche d'empreintes, au cas où. C'est parfait, George. Messieurs, si vous n'avez pas d'autres requêtes pour le moment... Non, monsieur Hayward, merci, ce sera tout. Monsieur, si personne n'a pu entrer dans le manoir, c'est que le coupable vit ici. Il nous faudra les dépositions de la famille et de tous les domestiques. J'ai demandé qu'on les recueille. Bien, avez-vous averti le docteur Francis? Il est en chemin, mais j'ai bien peur que mon appel ait troublé son petit déjeuner. Il n'était pas ravi, j'imagine. Pas trop, comme toujours. Que va-t-il nous apprendre sur la mort de Monsieur Jenkins? Connaissant son don inné pour souligner les évidences, il conclura sans doute qu'il ne peut pas s'agir d'un empoisonnement. Je ne vois que des vêtements d'homme. C'est normal, Madame Jenkins a sa propre chambre au bout du couloir. Il paraît que c'est une pratique courante chez les gens de la haute. Et pourtant, 2 personnes ont dormi dans ce lit cette nuit. Ah, enfin, j'ai dû faire le tour du manoir. Docteur Francis, bonjour. C'est plutôt un mauvais jour pour moi. Cela dit, voyons ce monsieur. Son état m'évoque fortement, en moins appétissant, l'œuf coq que je me faisais une joie d'attaquer. Mort il y a 2 heures tout au plus. Vilain trou sur le haut du crâne. Pensez-vous que la pointe d'un pic-feu pourrait avoir causé la blessure que vous venez de constater? Pourquoi pas? J'en saurai plus une fois que j'aurai nettoyé et sondé la plaie à la morgue. Ma 2e maison dans cette ville hostile. Agent Crabtree? Oui? Est-ce que le manoir est gardé? Oui, j'ai fait poster un homme juste là. Parfait. Que savons-nous? D'après ce que nous savons, 9 personnes se trouvaient dans la maison au moment du meurtre. Poursuivez. Vous connaissez le nom du défunt, Percival Jenkins. Dans les membres de sa famille, nous avons sa mère, la vieille Madame Jenkins, sa femme, Nora, le plus jeune des fils, Nicolas, et sa fiancée, Clara Thorne. Victor, le fils aîné, est à l'étage, mais il devrait nous rejoindre dans peu de temps. Et côté domestique, nous avons la gouvernante, Mademoiselle Allen, Nancy Booth, qui travaille à l'office, Florence Culwick, la femme de chambre, et Billy Slater, le valet de pied. Vous oubliez monsieur Hayward, le majordome? Entre 8h et 8h30, il serait allé chercher un costume pour son maître chez le tailleur. Du moins, c'est ce qu'il dit. Merci, Georges. Vous le vérifierez? C'est noté, monsieur. Une dernière chose. La petite femme de chambre, Florence Culwick, elle dit avoir entendu Monsieur Jenkins et son épouse se disputer vers 8h10. Ah oui? Merci, Georges. C'est le nouveau cocher, ma brune? Belle maman, je vous en prie. Mesdames, messieurs, je suis l'inspecteur William Murdoch, maréchaussée de... J'espère que je ne vous ai pas fait attendre. Maréchaussée de Toronto, c'est bien ce que vous vous apprêtiez à dire. Mais je vous en prie, continuez. Nicolas. Là, je te reconnais bien, Victor.
père est mort et tu en profites pour faire une entrée théâtrale. Tu aurais préféré que j'arrive au salon l'air contrit et que je me fasse le plus petit possible. Contrairement à toi, je n'ai pas tué mon géniteur. Retire ça. Nicolas, Retire ça. Au nom du ciel. Allons, ressaisissez-vous tous les deux. L'inspecteur a des choses à vous dire. Une personne est morte assassinée sous ce toit. Je vous présente mes condoléances. Et je vous donne l'assurance que les services de police remettront le responsable de ce crime aux mains de la justice. Vous avez tous déposé sous serment. Dans les jours qui vont venir, nous allons comparer vos déclarations et chercher des indices. Vous voulez dire que nous sommes tous suspectés? Je vous demande simplement de vous tenir à notre disposition pour l'enquête. Ce sera tout pour l'instant. Merci de votre coopération. Madame Jenkins, veuillez rester, je vous prie. Avez-vous besoin d'autre chose, madame? Madame Jenkins, je compatis à votre douleur. Oui. Je crois que votre mari et vous avez eu une querelle peu de temps avant qu'on le retrouve mort. D'où tenez-vous ça? Sur quoi portez votre dispute? Sur un problème d'ordre privé, sans rapport avec ce qui nous occupe. Répondez, je vous prie. Il se montrait mufle et impossible, comme souvent. Est-ce que cette réponse vous suffira? Avez-vous partagé la chambre et le lit de votre mari cette nuit? Non. En aucune façon. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Oh, splendide! Un tableau. Oui, quand on a 10 suspects dans une affaire, il convient de répertorier tout ce que l'on sait. C'est même primordial. Je ferai une note à ce sujet. Notre première tâche est de déterminer qui a eu l'opportunité de tuer M. Jenkins, ceux qui avaient un mobile, et enfin les éléments incriminants que nous aurons trouvés pour réduire la liste à un seul nom. Des éléments, vous en avez? Pas encore. Oui, Georges? J'ai vérifié l'alibi du majordome, il tient. Oh, bravo, Murdoch. Un de moins, plus que 9. Ah! Et j'ai trouvé 2 jeux d'empreintes sur le pique-feu de la chambre à coucher. En premier lieu, il y avait celle de la femme de chambre, mademoiselle Culwick. Ça n'a rien de surprenant. C'est bien les femmes de chambre qui s'occupent du feu dans les belles demeures, non? Les autres empreintes sont celles de Nicolas Jenkins, le plus jeune des 2 fils. Oui, je l'ai utilisé hier. J'ai attisé le feu pour mon père pendant la soirée. C'est la femme de chambre qui s'en occupe d'habitude. C'est absurde de sonner une domestique pour faire une chose dont je peux aisément me charger. Que faisiez-vous dans la chambre de votre père? Nous nous disputions. À quel propos? Il était insultant envers ma fiancée, Clara. Pourquoi donc? Un des domestiques lui avait dit que Clara était descendue chercher du fil à l'office au lieu de sonner pour qu'on le lui apporte. Et? Il a insinué que c'était là, la place de Clara, en bas, à l'office. Mes parents la jugent trop en dessous de moi, mais c'est ma famille et je ne peux que le déplorer qui est bien en dessous de Clara. Je vois. Où vous trouviez-vous entre 8h15 et 8h30 ce matin? Dans la bibliothèque. Quelqu'un pourra nous le confirmer? Billy m'a porté du thé et les journaux du matin, mais il n'était pas encore 8 heures. Nicolas n'a pas trucidé son paternel. Il est rare qu'un coupable nous donne de lui-même son mobile ou détruise son alibi. Et par ailleurs, il est évident que c'est un homme très amoureux. Un de moins sur votre liste. Reste la femme de chambre. Oui, Florence Culwick. Et comme vous le disiez, c'est elle qui s'occupe de toutes les cheminées de la maison. Si l'arme du crime est bien un tisonnier, comme je le pense, il se peut que ce ne soit pas celui qui se trouvait dans la chambre. Georges, allez chercher tous les piques-feux qui se trouvent dans le manoir et demandez une nouvelle recherche d'empreintes. Oui, à vos ordres. Tenez. Très bien. J'aurais besoin d'en savoir plus sur l'arme employée. Ah, Murdoch, comme toujours, pile au meilleur moment. Je m'apprête à rejoindre ma femme, nous devons dîner tôt pour aller à un récital. Un concert de cuillère et de scie musicale sans aucun doute. Je ne vous prendrai qu'un minimum de temps. Alors, cause de la mort, blessure à la tête. Plaie profonde de 8 cm à quelques dixièmes près. En conséquence, l'hypothèse du tisonnier était somme toute bien vue. Parfait. Pouvez-vous faire un moulage de la blessure que je comparerai aux différents tisonniers trouvés dans la maison? Je n'ai jamais fait ce genre de choses. Et je ne vais pas m'y mettre maintenant. Pour quelle raison? Entre nous, Murdoch, la vie ne se résume pas uniquement à ça. Ils sont tous là. Pas deux qui se ressemblent.
Vous avez déjà fait les recherches de sang et d'empreintes. Oui, monsieur. On n'a pas trouvé de sang. Tous les manches des tisonniers ont été bien nettoyés. Comme si l'assassin ne savait plus lequel il avait utilisé. La femme de chambre peut avoir passé le chiffon sur tous les pics-feu en accomplissant ses tâches quotidiennes. Oh, c'est une reproduction de la résidence Jenkins, monsieur? Oui, assez grossière, mais nous nous en contenterons. Les pièces d'échecs noires représentent les membres de la famille, et les pièces blanches, ce sont tous les domestiques. Ah, alors... Ici, c'est Victor Jenkins dans sa chambre? Oui, et le frère de Victor, le jeune Nicolas, dans la bibliothèque. Ici, Clara Thorne, sa fiancée, dans le petit salon. Nora, la femme, dans le jardin d'hiver, et ainsi de suite. Georges, si nous arrivons à savoir où le meurtrier a trouvé le pic-feu qui lui a servi d'arme, nous saurons qui il est. Ça pourrait devenir un superbe jeu de société. Les joueurs recueilleraient des informations sur les différents suspects et celui qui trouverait le meurtrier gagnerait la partie. J'ose croire que pour nombre de gens, le meurtre est un sujet bien trop grave pour devenir le thème d'une distraction futile. J'espère que ce n'est pas le cas. J'ai déjà 12 pages de mon livre sur un meurtre inexpliqué. Je l'ai situé à Toronto, où une antique malédiction égyptienne sème la panique et dévaste tout Georges, avez-vous vu ça? Observez bien la Reine Noire. Depuis cet endroit, elle voit tous les gens qui arrivent ou sortent du couloir, quel que soit l'escalier qu'ils empruntent. Votre Reine Noire, c'est qui? Madame Jenkins, vous preniez le thé assise à cet endroit ce matin. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens, bien sûr. Pourquoi l'aurais-je oublié? Et vous rappelez-vous avoir vu une personne entrer ou bien sortir de la chambre de votre fils? Oui, j'ai vu Alma y entrer pour activer le feu. Alma faisait partie des domestiques il y a longtemps. Madame Jenkins, Alma n'est plus parmi nous, depuis longtemps déjà. Mais j'ai bien vu Alma. Est-ce que tout le monde à part moi est stupide? Percy a toujours apprécié Alma. Une petite bien jolie, une ravissante colombe. Mais une démarche de canard. Oh, mais où est Percy? Pouvez-vous me le dire? Il m'avait promis de me conduire à l'opéra. Madame Jenkins a les idées un peu confuses à certains moments. Oui, je vois. Merci de m'avoir accordé un peu de vote. Puis-je savoir ce que vous faites? À vrai dire, je suis venu chercher une montre. Celle de mon père. Veuillez la reposer. Et vous, mademoiselle Colwick? J'ai demandé à Florence de venir m'aider. Vous n'avez rien à faire dans cette chambre. C'est le lieu d'un meurtre. Personne ne doit y pénétrer. Mille excuses, je n'en avais aucune idée. Monsieur Jenkins, j'ai lu dans votre déposition que vous étiez au lit ce matin entre 8h15 et 8h30. Je récupérais d'une nuit un peu trop arrosée, j'en ai bien peur. Et vous, mademoiselle? Vous étiez en train de débarrasser le petit salon quand monsieur Jenkins père s'est fait tuer. Oui, monsieur. Pourtant, dans sa déposition, mademoiselle Thorne ne fait pas état de votre présence. Je travaille si silencieusement qu'elle n'a pas dû me remarquer. Pouvons-nous nous retirer? Non. Monsieur Jenkins, pourquoi avez-vous dit à votre frère, comment était-ce? Contrairement à toi, je n'ai pas tué mon géniteur. Il m'agace avec son calme, mais il ne serait pas plus capable de tuer père que de jurer devant une femme du monde. Autre chose? Oui. N'approchez plus de cette chambre. Julia. Inspecteur, je savais que vous seriez là. Je suis enchanté de vous voir, mais je ne vous cache pas que je suis étonné. Je comprends votre surprise. Je tenais à présenter mes condoléances aux Jenkins. Nos familles se fréquentaient. Mais vous n'avez pas pu venir de Buffalo en un si court délai. Non, en fait, j'étais en ville quand j'ai eu la nouvelle. Oh, Oui, j'y suis pour toute une semaine. Il fallait que je présente Darcy à ma famille. votre fiancé, oui, je comprends. Il fait ses adieux à Madame Jenkins. William, on dit que Monsieur Jenkins serait mort assassiné. Où en est votre enquête? La cause de la mort est un coup porté à la tête. Je pense que l'arme du crime est un tisonnier. J'ai demandé au docteur Francis de faire un moulage de la blessure. Oui, afin de trouver l'arme employée. Mais il refuse de le faire. Pourquoi? C'est simple à effectuer. La matière grise collera au plâtre. Vous ne pourrez le faire qu'une fois, mais... Ne pourrait-on réaliser un moulage avec autre chose, un matériau qui n'endommagerait pas les tissus? Qu'êtes-vous en train de suggérer? Le docteur Francis pourrait très bien ne jamais s'en apercevoir. Enfin, William, ce serait... Non, je regrette. Vous chuchotez comme des conspirateurs. Darcy, vous connaissez déjà l'inspecteur Murdoch? Inspecteur, ravi de vous retrouver. Moi de même.
L'inspecteur Murdoch souhaitait mon aide sur une nouvelle enquête, mais je tenais à lui rappeler que notre dernière collaboration nous a valu une volée de bois vert. En effet, mais le docteur Francis est rentré chez lui de bonne heure. Je voudrais vous aider, mais je regrette, ma famille nous attend pour le dîner. Il suffit de leur dire qu'on a eu besoin de vos services. Je me montrerai si charmant qu'ils oublieront votre absence. Darcy, c'est vraiment gentil, mais... Je sais que l'aventure vous tente. N'hésitez pas, chérie. Bon, qu'attendons-nous? Je crois que je sais ce que je vais pouvoir utiliser pour votre moulage. Une sorte de pâte? À base de gélatine. Elle prendra la forme de la blessure sans adhérer aux parties molles. Et vous dites que cette mixture sert à faire des desserts. Les gens adorent ça, Buffalo. J'en avais apporté à ma famille. C'est long à se solidifier? Pas trop si vous la réfrigérez. Julia, Oui? c'est agréable de vous voir de nouveau à l'œuvre ici. Vous nous manquiez. Oui, je peux le concevoir. Vous êtes encore en froid avec le docteur Francis. C'est juste. Mais il n'y a pas que mes relations avec lui. Et d'ailleurs, nous sommes moins en conflit. Ah oui, vraiment. Oui. Il était temps. Vous connaissiez bien les Jenkins? Ma mère jouait au bridge avec Madame Jenkins. Elle m'emmenait parfois au manoir. Comment était-il? Victor nous tyrannisait. Il nous faisait des misères, à moi et au pauvre Nicolas. Et les parents? Madame Jenkins était d'une grande dureté. Sa belle-mère encore plus. Elle traitait leurs gens d'une façon révoltante. Et Monsieur Jenkins? Je préférais l'éviter. Il me mettait mal à l'aise. Pourquoi? Parce que j'étais montée dans le couloir de l'étage un jour pour jouer à cache-cache. La porte de sa chambre s'est ouverte et une femme de chambre en est sortie en pleurs. Je me suis retournée et j'ai vu Jenkins sur le seuil avec le pantalon défait. Ah, je vois. Ça devrait être prêt. Maintenant, voyons le résultat. Ça résiste un peu. Puis-je savoir ce que vous faites? Docteur Francis. Docteur Ogden. Enfin, le fameux Dr. Ogden. Si je ne m'étonne plus de la duplicité de l'inspecteur Murdoch, que dire de celle d'une consoeur? Oui, je l'avoue, je suis impardonnable. Je suis revenu pour vous. Pour faire ce moulage que vous m'aviez demandé tout à l'heure, mais je constate que vous n'avez pas pris la peine d'attendre. Vous m'avez dit qu'il était hors de question que vous fassiez ce moulage. J'ai dit qu'il était hors de question que je me mette à la tâche à ce moment précis. Il me semble que même ici, aux confins du monde civilisé, un mari a encore le droit de dîner avec son épouse. Je suis désolé. Je vous avais mal compris. Oui. Voilà où nous en sommes. Depuis que je suis arrivé et entré en fonction, vous avez fait preuve presque systématiquement d'un manque total de confiance en moi. Alors aujourd'hui, je vous le demande, pourquoi cette attitude? Pourquoi cette distance? Et en fait, ce n'est pas que je n'ai pas confiance en vous. À vrai dire, c'est que... C'est donc ça. Avoir passé 15 ans à Scotland Yard, être parvenu au sommet de ma profession et devoir pour toute récompense affronter la neige l'hiver et les mouches l'été. J'ai voulu plaire à mon épouse. J'ai accepté de m'exiler dans sa ville natale parce que son bonheur passait avant tout à mes yeux. Du moins, c'est ce que je croyais. J'aurais dû rester à Londres. Je ne suis pas chez moi à Toronto. Je vous rends votre morgue, Dr. Ogden. Non, je vous assure, je n'y pensais absolument pas en venant ici. Je ne doute pas que vous soyez sincère en disant cela. Que vous le vouliez ou non, votre place est ici. Bonne soirée. C'est moi qui ai convaincu nos chefs de faire venir le docteur Francis chez nous. Maintenant, grâce à vous, je passe pour un crétin fini. Il part par le prochain bateau. Sa femme a téléphoné au chef Stockton. Elle était en larmes. Mais monsieur, si le docteur Francis ne se sentait pas bien ici... Je me doute qu'il n'était pas bien parmi nous. Mais peut-être qu'il s'en serait aperçu moins vite sans vous. Et d'abord, pourquoi tout le monde veut être heureux maintenant?
De toute façon, c'est pas à moi de veiller à ce que Francis soit aussi heureux qu'un cochon qui se roule dans la boue. Pour moi, ce qui compte, c'est que je sois bien, et je ne le suis pas, foutre non. Alors, j'espère... Et merde, je ne sais même plus ce que je voulais dire, moi. Dans ce cas, nous devrions peut-être en revenir à l'affaire Percival Jenkins, monsieur. Oui. À ce sujet, quand vous aurez fini votre pas de deux avec le docteur Ogden, j'apprécierais que vous me fassiez part de vos découvertes. J'ai du nouveau. L'arme du crime, trouvée dans le grand salon. Qui vous a dit que l'assassin venait de là? Personne, monsieur. Mais regardez, observez la forme de cette pointe. Elle correspond parfaitement au moulage fait par le docteur Ogden. Il y a des empreintes? Oui, une empreinte de pouce sur le haut du manche, ici. Elle appartient à Clara Thorne. C'est notre coupable, alors? Ça serait étonnant. Ah, évidemment. À l'heure du meurtre, Clara Thorne était dans le petit salon. C'est confirmé par le valet de pied qui, ce matin, a servi le thé. Elle a pu sortir en douce. Je vous l'accorde. Mais on a nettoyé tout le manche et oublié cet endroit. Si mademoiselle Thorne était l'assassin, elle aurait mis plus de soin à nettoyer cette partie, en toute logique. Alors qui aurait essuyé le manche? L'assassin. Là, je suis perdu. Monsieur, d'après moi, le tueur a passé au chiffon tous les tisonniers de la maison pour qu'on ne sache pas de quelle pièce il venait et quel tisonnier il avait utilisé. Pourtant, on a retrouvé celui qui lui a servi et ça ne nous avance à rien. En résumé, je n'ai plus de médecin légiste et vous, pas de suspect. Pas tout à fait, il y a un point encore. Monsieur Percival Jenkins s'était permis quelques privautés avec un petit nombre de femmes de chambre. Oui, je vois. Sa Majesté le coq de la basse-cour. Une personne a partagé le lit de la victime avant qu'elle ne se fasse tuer. Cette femme serait notre assassin? Trouvez qui c'est. Dois-je vous annoncer, inspecteur? Pas tout de suite, monsieur Hayward. Avant, j'aurais une question. Une question délicate, en fait. Je vous écoute. Je soupçonne monsieur Jenkins d'avoir eu des relations charnelles avec le personnel féminin de la maison. Me le confirmez-vous? Je ne peux pas en parler. Mais vous avez bien une opinion? Veuillez m'excuser si je vous ai donné l'impression d'émettre un avis. Hayward! Est-ce encore ce fouineur d'inspecteur de police? C'est lui, madame. Madame Jenkins a parfois de brefs moments de lucidité. Le plus souvent imprévisibles. Intéressant. Puis-je aller vous annoncer maintenant? Oui, faites. Je dois parler au personnel féminin. Entendu. Oui, monsieur Jenkins a frappé à ma porte un soir. J'ai dit à ce vieux cochon que j'ameuterais la maison s'il retentait sa chance. Et est-il revenu vous voir? Non, après ça, il m'a laissé tranquille. Mais, très franchement, j'ai bien peur que d'autres aient eu moins de chance que moi. Tentez d'abuser de moi, mais pourquoi vous me posez cette question? Mademoiselle Booth, je pense que monsieur Jenkins s'est montré pressant envers vous. Je sais que vous craignez d'être mise à la porte en me parlant de ces écarts de conduite. Si monsieur Jenkins se montrait pressant, c'était envers mademoiselle Allen. Velma Allen, la gouvernante? Je l'ai vue une fois lui coller la main où vous savez, et elle a même pas bougé. Je dis que c'est tout à fait grotesque. Monsieur Jenkins a toujours fait montre d'une parfaite bienséance et d'un souci des convenances. Il n'a jamais été pressant envers vous? Pas une seule fois. Mais il a été avec d'autres domestiques. Ah oui? C'est à sa veuve que vous devriez le demander. Ma principale préoccupation est le bon fonctionnement d'une maison de cette importance. Et certainement pas les appétits fort déplacés de mon mari. Donc, vous ne savez rien? Absolument rien, non. Avez-vous encore des questions? Oui, hier, votre mari et vous vous disputiez à quel sujet? Je vous ai déjà répondu. Madame Jenkins, personne ne peut confirmer que votre mari était en vie quand vous avez quitté sa chambre. Ce qui fait de vous une de nos principales suspectes dans cette affaire. Encore une fois, pourquoi vous disputiez-vous? Parce que mon époux avait déclaré qu'il pensait déshériter Nicolas s'il épousait Clara. Nicolas serait parti pour Boston. Je ne l'aurais pas supporté. La famille de Clara n'appartient pas au meilleur monde. La belle affaire. Clara a fait des études. C'est une jeune fille intelligente. Elle s'intéresse aux plus démunis. Dites-moi ce qui compte le plus à vos yeux. Les origines sociales d'une future épouse ou ses traits de caractère? Mais votre père menaçait de vous rayer de son testament. Je ne voulais rien de ce butor. Nicolas. Nous pouvions vivre sans lui. Vous êtes du même avis, mademoiselle Thorne? Cela va sans dire. Je suis d'une famille des plus humbles, je ne m'en cache pas. Je me sens un peu mal à l'aise dans ce monde. Quoi qu'il en soit, mon père ne m'aurait pas rayé de son testament. Il devait laisser ses biens à quelqu'un, or il avait déjà déshérité Victor. Pourquoi? Mon frère est un joueur, inspecteur. Il aurait tout englouti, la résidence et l'argent.
Bien sûr, j'ai contracté des dettes. Précipiter la succession était un bon moyen de résoudre vos problèmes. Sans doute, mais je n'ai pas tué mon père pour autant. Encore moins à une heure aussi matinale. Puis-je aussi vous rappeler que mon père m'avait déshérité officiellement? Je n'aurais rien eu à gagner du fait de son décès. Sauf si vous aviez détruit le testament. C'est ce document que vous cherchiez dans sa chambre, pas une montre. Brillante déduction. Oui, j'étais à la recherche de ce papier, mais je ne suis pas un idiot. Je n'aurais pas eu la sottise de tuer mon père sans avoir au préalable trouvé et soigneusement détruit son testament. Quoi qu'il en soit, la chambre de votre père est à côté de la vôtre et vous n'avez pas le moindre alibi. Si je me souviens bien, je vous ai dit qu'à l'heure du meurtre, j'étais encore bien au chaud dans mon lit. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai aucun alibi. Victor, le mauvais garçon, batifolé avec la petite soubrette. Hein? Avec Florence Colwick, oui. Oui, comme on dit, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Maintenant, nous savons pourquoi mademoiselle Colwick n'a pas pu nous dire si Clara Thorne était dans le petit salon. Nous savons aussi pourquoi elle a entendu la querelle des Jenkins. La chambre de Victor est contiguë à celle de Monsieur Jenkins. Continuez, Murdoch. Inspecteur, un souvenir sur l'oreiller de la victime. Une pièce à conviction, George. Merci. Des cheveux gris, sûrement ceux de la victime, et des plus longs. Il me semble reconnaître cette couleur. Autre chose, un mouchoir que nous avons trouvé dans la cheminée de la gouvernante. Il a dû servir à essuyer le sang sur l'arme du crime. Il y a un monogramme brodé. Oui, monsieur. V.A. George, allez me chercher mademoiselle Allen. Pourquoi l'aurais-je brûlé? Ce n'est pas mon mouchoir. Pourtant, vos initiales se trouvent dessus, mademoiselle Allen. Dieu du ciel, ma défunte tante les avait brodés. Je ne l'avais pas revue depuis je ne sais combien d'années. Ce n'est pas moi qui ai tué Monsieur Jenkins. Pourquoi aurais-je fait ça? Mes hommes ont trouvé de longs cheveux blonds sur le lit de la victime. Je pense que ce sont les vôtres. Oui, il m'arrivait parfois de le retrouver au lit au milieu de la nuit et Dieu sait à quel point j'en ai honte, mais j'ai toujours été si seule et... Amoureuse de lui? Alors vous voyez, je n'aurais jamais pu m'en prendre à lui, croyez-moi, inspecteur. Selon vous, ce n'est pas elle non plus. Je n'ai pas de certitude parce que... Il est possible que, dans la panique, Velma Allen ait utilisé un mouchoir portant ses initiales pour effacer les traces de sang, mais qu'ensuite elle l'ait laissé à demi consumé au fond de sa cheminée. Ça sent le cramé? Messieurs, l'agent Worsley vient de téléphoner son rapport de la résidence Jenkins. J'ai parlé du mouchoir taché avec lui et en fait, il est prêt à jurer qu'il l'a vu dans la corbeille à papier de la chambre de notre victime. Vraiment? Et quand? Quand on est arrivé sur les lieux tous les deux. Et il ne nous l'a pas signalé? Et parce qu'il pensait qu'on le trouverait nous-mêmes en fouillant le lieu du crime. Mais le mouchoir n'y était plus. On a inspecté la corbeille quand le docteur Francis est reparti. Qui était avec vous en dehors de Worsley et de Francis? Il n'y avait que l'inspecteur Murdoch et moi, et Eward, le majordome. Le majordome a un solide alibi. Je suis vraiment confus. George. Billy Slater, le valet de pied. Vous reconnaissez ceci? Je devrais? Il me semble que oui, monsieur Slater. Nous pensons que le tueur l'a pris dans la chambre de monsieur Jenkins pour le déposer dans la cheminée de Velma Allen pour la piéger. Si c'est vous qui le dites. Un de mes hommes peut témoigner qu'il l'a vu au fond de la corbeille à papier de monsieur Jenkins peu avant que j'arrive sur le lieu du crime. Il n'y avait que vous et monsieur Eward dans cette pièce au moment où nous l'avons fouillé. Monsieur Eward a un solide alibi qui l'exclut de la liste des suspects. Il ne reste donc que vous. Pourquoi j'aurais tué monsieur Jenkins? Peut-être parce qu'il faisait des avances à l'élu de votre cœur, Nancy Booth. Ce n'est pas l'élu de mon cœur. Je vous ai vu vous tenir la main tous les deux. D'accord, je l'avoue. J'ai emporté le mouchoir, mais je n'ai pas assassiné monsieur Jenkins. Pourquoi avez-vous déplacé un indice? J'ai vu le mouchoir dans la corbeille à papier et j'ai pensé, voilà. On la tient enfin, cette vieille carne. Mademoiselle Allen, vous la détestez au point de la faire soupçonner d'un meurtre? Oui, je la déteste. Je la hais cordialement. Vous avez placé Slater en détention? Oui. Et vous ne le croyez pas coupable? Non. Alors quoi?
Étudions les faits. Si M. Slater est notre assassin, s'il prévoyait de faire porter les soupçons sur Velma Allen grâce au mouchoir, le mettre dans la corbeille de M. Jenkins aurait été suffisant. Pourquoi le reprendre dans la corbeille à papier et aller le déposer dans la cheminée de Velma? Il en a trop fait. Exactement. C'est un valet de pied, Murdoch. Sûrement tout, sauf un cerveau brillant. Je ne crois pas une minute M. Slater quand il dit avoir déplacé un indice juste parce qu'il déteste cordialement Mademoiselle Allen. Mais si ce n'est pas lui, notre assassin, il a pris un énorme risque pour la rendre suspecte. On le pinçait avec ce mouchoir, on le pendait. Donc soit M. Slater est un imprudent doublé d'un sot, soit il avait une bonne raison de prendre l'indice, raison qu'il n'a pas encore donnée. Pourquoi a-t-il fait ça? Je ne lui ai jamais causé le moindre tort. Peut-être en avez-vous fait à quelqu'un d'autre, une personne à qui il tient? Non. Et si je vous parle de Nancy Booth? C'est possible alors. C'est pour régler son cas que j'allais voir M. Jenkins quand je l'ai trouvé mort. Nancy ne me semblait plus assez fiable. Oh, pourquoi donc? Elle ne travaillait pas convenablement. Ah, j'ai oublié les couverts. C'est bien elle, ça. Rien que des histoires. Elle ment, personne ne travaille plus dur que Nancy, elle fait tout ce qu'on lui demande et quelquefois plus. Alors pourquoi la gouvernante veut s'en débarrasser? Nancy ne serait pas la première. Pour autant que je sache, on a renvoyé de nombreuses servantes durant toutes ces années, des filles s'étant retrouvées dans l'embarras. 2-3 mois, je dirais. Avez-vous encore des nausées matinales? Qui est le père, Mademoiselle Booth? Était-ce Percival Jenkins? Mademoiselle Allen le savait? Oui, j'étais au courant. Nancy se sentait mal le matin et de plus elle s'arrondissait à vue d'œil, ai-je tort? J'ai trop souvent vu cette maladie ici pour ne pas la reconnaître. C'est de cela que vous vouliez parler à M. Jenkins. Vous l'en saviez responsable? Il n'en était en aucune façon fautif. Nancy ne vaut pas mieux que les autres coquettes évaporées qui se sont pavanées devant lui tout au long de ces années, qui le séduisaient par leur regard en coin et leur petit sourire. Ces coquettes évaporées, comme vous dites, ont été prises de force et mises enceintes par ce monsieur que vous défendez avec tant de ferveur, et elles ont toutes été jetées à la rue, et c'est vous qui l'avez fait. Combien y en a-t-il eu? Que sont devenues ces malheureuses? Si on retrace l'histoire du personnel de Jenkins, on trouve une succession de jeunes filles confrontées à la même situation que la pauvre Nancy. Que sont-elles devenues par la suite? C'est vite tranché. Beaucoup ont fini sur le trottoir, si ce n'est toutes. Oui. George? Monsieur? Essayez d'en savoir un peu plus sur les jeunes femmes mises à la porte de la maison de la famille Jenkins. Très bien, je vais enquêter. Dans quel but les chercher? Aucune loi n'interdit de remercier une petite bonne enceinte. La justice ne s'occupe pas de ça. C'est pourtant elle qui enverra à la potence la pauvre Nancy Booth. Vous croyez que c'est elle? Elle avait un mobile pour le tuer. Ce renvoi était la fin de tout pour elle. Quand on travaille à l'office, on ne va pas à l'étage. Elle prenait un risque de taille. Pas si Billy Slater pouvait l'assurer que la voie était dégagée. Il servait le thé à l'heure du crime. Il savait où se trouvait chaque personne. Pourquoi laisser Nancy s'occuper du vieux? Pourquoi la laisser monter sous le nez de la vieille Madame Jenkins? Il devait penser qu'elle était beaucoup trop sénile, que son témoignage ne pourrait être pris en compte. C'est le cas? Madame Jenkins a parfois de brefs moments de lucidité. Monsieur, il est possible que la vieille Madame Jenkins en sache plus qu'on ne m'a incité à le croire. Ah, inspecteur, il s'est produit un événement fâcheux. Oui, c'est cela. Merci. De même. Voilà. Vous êtes exaucé. Le Conseil des médecins et des chirurgiens vient d'accorder une dispense exceptionnelle au Dr. Ogden. C'est juste pour cette enquête. Fantastique. Merci, monsieur. Vous ne manquez pas d'air. À vrai dire... Monsieur, le Dr. Ogden vous demande à la morgue. Dans ce cas... Ce n'est que provisoire, Murdoch. Oui, monsieur. Dr. Ogden, qu'avons-nous? Comme je le pensais, le cœur de Madame Jenkins a lâché du fait de son grand âge.
elle serait morte de mort naturelle. C'est d'abord ce que j'ai cru, mais j'ai découvert des traces d'hémorragie pétéchiale sur ses poumons. Asphyxie alors? Vous voyez, dans un cas d'étouffement, d'ordinaire, on observe des pétéchies sur les yeux et le visage. Mais à son âge, l'agression peut avoir provoqué un infarctus avant qu'elle ne meure de suffocation. Meurtre alors? Merci docteur. Excellent travail, comme toujours. Ce fut un véritable plaisir. On l'a tué? Nous voilà bien. J'ai une suggestion. Si on suppose que ces meurtres sont l'œuvre de la même personne, les suspects n'ayant pas eu l'opportunité de tuer Madame Jenkins mère peuvent être rayés de la liste pour le premier meurtre. Billy Slater est dans une de nos cellules, il est hors de cause. Du nouveau, George? Oui, j'ai eu confirmation que Nancy Booth et Velma Allen étaient dans la cuisine quand la vieille Madame Jenkins est morte. Victor Jenkins prenait un verre dans un pub. Nicolas et Clara Thorne étaient dans la bibliothèque avec Nora Jenkins en train d'organiser les funérailles. Ça ne nous laisse que Monsieur Eward. Pourtant, c'est le seul à avoir un alibi pour le meurtre de Percival Jenkins. Il sert à rien, votre tableau. Mon hypothèse de départ est peut-être fausse. Ah oui. J'ai réussi à obtenir le registre du personnel des mains de Nora Jenkins, non sans protestation. D'après ce document, depuis environ 20 ans, 7 filles se sont fait renvoyer du manoir. Le motif est noté? 2 renvois pour insubordination, 2 pour manque de travail et paresse, et 3 pour mauvaise mœurs. Autrement dit, pour grossesse. C'est malheureux, mais ça ne nous mène à rien. Je pense que si, au contraire. Tenez, voyez le 3e nom sur la liste. Alma Parsons, remerciée le 30 août 1876. J'ai bien vu Alma. Est-ce que tout le monde, à part moi, est stupide? Je ne l'avais pas revue depuis je ne sais combien d'années. George, voyez ce qu'est devenu Alma Parsons. Bien. Je vais devoir retourner au manoir Jenkins. Vous avez une piste? Oui, je pense connaître le coupable des 2 meurtres. Bien. Je vous ai tous réunis ici parce que l'auteur de ces 2 meurtres va être arrêté. Mademoiselle Allen, vous affirmiez qu'il y avait des décennies que vous n'aviez pas vu ceci. Je vous jure que c'est la vérité. Dites-moi, quand l'avez-vous perdu? Savez-vous à quelle date? À quelle date? Ne serait-ce pas le 30 du mois d'août 1876 par hasard? Vous vous rappelez ce qui est arrivé ce jour-là? Mais comment voulez-vous? Il y a si longtemps. Si Alma Parsons était parmi nous, elle pourrait vous le dire. Parce que ce jour-là, Alma Parsons a été congédiée. Par vous. Vous vous en souvenez? Oui. Je me souviens de ces flots de larmes. Je lui ai donné mon mouchoir pour qu'elle s'essuie la figure. Je ne pouvais pas la laisser quitter la maison dans un tel état. Savez-vous ce qu'est devenu Alma Parsons? J'ai entendu dire qu'elle serait morte voilà 2 ou 3 ans. Je ne vois pas de lien entre l'affaire qui nous préoccupe et une domestique renvoyée il y a des années. Vous ne le voyez pas. Alma Parsons a été mise à la porte parce qu'elle a eu la faiblesse de se faire mettre enceinte par votre défunt mari, à son corps défendant. Les registres de police nous indiquent qu'Alma a eu recours à la prostitution pour que son enfant et elle aient de quoi se nourrir. Voilà le lien entre vous et une pauvre domestique congédiée. Et la vieille Madame Jenkins s'est montrée catégorique. C'était bien Alma qu'elle avait vue dans le couloir du haut. Mais elle avait de trop mauvais yeux pour détailler un visage à une telle distance. Pourquoi a-t-elle cru voir Alma? Nous héritons de nos parents notre apparence, ainsi que notre manière d'être, notre façon de parler, de sourire ou de marcher. La malheureuse Alma n'est pas sortie de sa tombe pour se venger des souffrances qu'elle avait dû endurer à cause de votre mari. Non, ce n'était pas elle, mais son enfant. D'après mes calculs, c'est une jeune femme de 23 ans aujourd'hui. N'est-ce pas, mademoiselle Thorne? C'est absurde. Clara n'a tué personne. Asseyez-vous, monsieur Jenkins. Mademoiselle Thorne, vous ne pouviez imaginer qu'une vieille femme, à la vue si basse et quasi sénile, pourrait vous confondre, vous et votre propre mère. Une petite bien jolie, une ravissante colombe. Mais une démarche de canard. J'étais dans le petit salon avec Nicolas et sa mère quand on l'a tué. Je ne lui ai rien fait. Ce n'est pas vous son assassin, mais une autre personne. Quelqu'un qui a su que vous étiez l'enfant d'Alma au moment même où vous êtes entré dans cette maison.
Monsieur Hayward, vous semble-t-il juste de dire que vous vous êtes pris d'affection pour Mademoiselle Parsons pendant son séjour ici? Oui, monsieur. Très profondément. Et vous avez jugé de votre responsabilité de protéger son enfant. Vous m'avez entendu demander une recherche d'empreintes sur tous les tisonniers du manoir. Alors vous avez nettoyé tous ceux de l'étage, ne sachant pas lequel Clara avait utilisé. Puis, lorsque nous avons été tous les deux témoins de l'imprévisible moment de lucidité de Madame Jenkins, vous avez pris conscience que le secret de Clara était menacé. Quand j'ai téléphoné pour dire que je voulais m'entretenir avec Madame Jenkins, vous l'avez tuée pour vous assurer de son silence. Je suis vraiment désolée, Nicolas, de toute mon âme. Allons-y. Ne faisons pas attendre l'inspecteur. Vous n'aviez pas à faire ça pour moi, Hayward. Je crois que si, mademoiselle Clara. Ça me révoltait de voir comment M. Jenkins avait traité Alma. Mais nous vivions dans la peur de notre maître. Et je ne pouvais rien faire contre lui. Rien? Oui, je sais. J'aurais dû partir. Aider Alma, Dieu sait comment. Vous étiez présent le jour où on l'a mise dehors? Oui. Et comme un lâche, je suis resté muet. Il me semble que tuer une femme âgée n'a rien d'un acte de bravoure. Elle savait ce que son fils avait fait endurer à tant de malheureuses durant toutes ces années. C'est son éducation qui l'avait rendu tel qu'il était. Elle se moquait des dégâts et des souffrances dont il était la cause. Pour résumer les choses, inspecteur Murdoch, cette fin, elle l'a méritée. Ma mère avait gardé le mouchoir pour ne jamais oublier cet épisode. Après son décès, j'ai juré de faire payer ceux qui l'avaient précipité dans cette vie de souffrance. Donc vous avez imaginé ce plan? J'ai lu que Nicolas entrait à Harvard, alors j'ai emménagé à Boston pour le rencontrer. De manière fortuite. Je l'ai laissé me courtiser avec ardeur. Mais j'en suis venue à l'aimer sincèrement. De toute la famille, il est le seul qui ne méritait pas de souffrir. Mais c'était le prix à payer pour tenir ma promesse. Emmenez-la. William, nous venons prendre congé. Il pourrait se passer un peu de temps avant que nous nous revoyions. Nous avons toujours besoin d'un médecin légiste. Êtes-vous certaine que rien de ce que je pourrais dire ne vous convaincra de remettre votre départ, jusqu'à ce que nous ayons un remplaçant acceptable? J'ai peur que non. Voyons, Julia, j'aimerais que vous soyez honnête. Si vous le pouviez, ne voudriez-vous pas retrouver ce poste? Darcy, je veux faire ma vie auprès de vous à Buffalo, pas ici. Peut-être, mais vous n'y êtes pas si heureuse pourtant. Du moins pas aussi pleinement que vous l'êtes ici. Non, L'hôpital Victoria est l'un des meilleurs établissements pour enfants malades. Il m'avait proposé un poste. Je pense réussir à en obtenir un autre. Mais vous avez votre vie à Buffalo. Ma vie est là où vous êtes. D'après ce que je peux en juger, votre place est ici. Êtes-vous sûr de le vouloir? Absolument, oui. Bon. Alors dans ce cas... Oui, j'adorerais rester à Toronto. Il faudra que je me porte candidate pour le poste et ça pourra prendre du temps. Je suis sûr que l'inspecteur Brackenridge vous recommandera avec chaleur. Eh bien, inspecteur, je pense que nous sommes appelés à nous revoir souvent. Et je m'en réjouis d'avance.